C'est l'update numéro 10 et chaque semaine on essaye de s'améliorer un peu. Déjà, clairement le faire une fois par semaine, c'est beaucoup plus pratique, ça évite d'en avoir trop à dire. Ensuite, par respect pour les gens qui veulent écouter ou lire, il faut que ce soit de plus en plus structuré, organisé et court. J'en suis bien conscient. Moi, j'ai plein de podcasts en attente et les seuls qui me donnent envie, c'est ceux qui font 10 minutes. Donc voilà, on sait qu'on est tous pareils. Du coup, c'est parti pour une version plus courte et surtout, j'espère plus jolie, où on a aussi ChatGPT qui est en train d'écouter et d'enregistrer avec l'objectif de faire une version écrite parce que clairement, avant que vous passiez, je sais pas combien de temps, 30 minutes à m'écouter, c'est mieux de pouvoir avoir une petite version écrite pour savoir si ça vaut le coup ou pas. Je suis pareil. Ok, la nouvelle structure, c'est de dire, je pars de la conclusion de la semaine dernière, qui est globalement, on va organiser les newsletters sur la mise à jour de nos tests d'investissement. Finalement, c'est un peu ça le thème que j'ai remarqué. C'est toutes les semaines, on teste des trucs et on met à jour notre stratégie, la stratégie de l'entreprise, entre guillemets. Et finalement, on a une entreprise qui est là pour acheter une boîte et donc c'est pas la stratégie, c'est une thèse d'investissement. Et l'idée, c'est on va tester cette structuration autour de voilà où on en était la semaine dernière, voilà toutes les choses qu'on a faites, testées, apprises cette semaine, la semaine passée, et du coup comment on met à jour la thèse pour la semaine en cours. Et on va voir si c'est un format qui est cool. La semaine dernière, on disait que je voulais trouver une star digitale qui fait entre 1 et 5 millions, du type plateforme, dans un marché qui nous passionne, qui est déjà leader sur sa niche. J'aurais pu rajouter dans une niche dans un marché qui fait au moins 10% de croissance par an. Ça, en gros, je reprends la définition du livre de Star Principle, qui a le potentiel de faire x10 ou x100 à rénover, donc où on peut venir servir à quelque chose, pas une boîte qui est hyper moderne, tout est beau, tout est magique et qu'on arrive et on est moins bon qu'eux sur tous les domaines. Voilà, donc niveau de la taille, on avait déjà cette idée de dire qu'il faut que ce soit assez gros pour, là j'ai mis des mots compliqués, mais pour en gros avoir un manager qui est spécialiste de ce domaine. Et on avait un petit peu comme challenge et idée la semaine dernière de choses qu'on voulait analyser. Essayer de voir s'il existe pas du deal flow qu'on peut aller chercher sur tout ce qui est bourse, les microcaps. Donc ça, c'était la thèse de la semaine dernière. Avant de parler de qu'est-ce que c'est cette semaine, on va voir ce qui s'est passé pour qu'on la fasse évoluer. Globalement, à chaque fois, finalement, c'est vraiment 1% d'amélioration par semaine, ou 5%, ou 10%. C'est un peu la même chose qu'on écrit toutes les semaines, mais toujours un peu plus précis. Ok, qu'est-ce qu'on a appris cette semaine ? Clairement, on a, au lieu de péter un câble sur, comme je disais les autres semaines, sur Samsara, où pour l'instant, moi, j'ai pas peur de dire que c'est un échec, ça va pas du tout assez vite et ça se passe pas aussi bien que ce qu'on voulait. Ça fait 1 an et demi qu'on est dessus, il faut savoir faire des arbitrages sur notre temps. On sait que depuis qu'on est passé du côté investisseur, on a commencé à racheter des agences, on sent qu'on va dans la bonne direction, que c'est ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps. Donc, on se focus depuis, ça fait depuis le début du mois qu'on a cette espèce d'effort. Ouh, ça pète, j'espère qu'Internet va pas couper. Ah ouais, là, ça pète, là. Ça pète à Bali. Je sais pas si on a entendu. On est vraiment en phase d'accélération de cette transition, d'accepter que, ok, on n'est plus Samsara, la plateforme, même si elle tourne et que s'il y a des beaux dossiers, des acheteurs et des vendeurs sympas, on continue à le faire. Mais on accepte de dire, maintenant, on est heureux, entre guillemets, dans ce qu'on fait. On pense qu'on va dans la bonne direction avec le fond. Et donc, on est passé de vouloir faire Samsara, à vouloir déléguer Samsara, à vouloir dire ok on va acheter un petit truc, à dire on va acheter un truc plus gros, à dire ok c'était trop petit, mais on aime faire ça. Comment on achète une boîte ? Non, comment on n'achète pas une boîte ? Comment on devient un fonds qui achète des boîtes ? Donc là l'évolution, elle va dans ce sens-là. Ça, c'est beaucoup plus agréable. Du coup on est à 5 dessus, c'est-à-dire Romain qui est là au moins 4 mois en stage, qui gérait Samsara, et il commence à être avec nous dans les réunions et il nous aide. Et la 5e personne, c'est Antoine qui fait du call avec nous, qui va en faire du coup pour le fond au lieu de faire pour Samsara. Du coup, on prend cette direction-là. Qu'est-ce qu'on a fait comme update ? C'est bien, au final, j'ai pas ouvert tout ça.
Bouh. Voilà, pas très intéressant. Ensuite, on est en train du coup de créer nos petits outils pour stocker soit les entreprises qu'on repère qui sont pas en vente et avec qui on aimerait parler potentiellement ou avec qui on a parlé. Ça va pas être, on va pas mettre les entreprises avec qui on n'a pas eu de contact, je pense. On va juste mettre celles qui ont répondu à nos prospections. Et on va surtout mettre nos deals. Donc là, je montre juste la partie source de deal flow, qui est une nouvelle partie qu'on a créée, qui commence à être assez complète. Donc vous voyez, on a des sites d'annonces, évidemment, des plateformes d'investissement et des bases de données d'entreprise. Donc ça nous permet d'aller chercher nos différentes sources de deals. Pour nous, un deal, c'est une boîte qui est soit en vente, soit qui pourrait être en vente si on leur parle. Donc ça avance bien, ça commence à être joli. Ok. Ah, c'est pas mal en fait d'avoir tout mis là-dedans, comme ça j'ai pas besoin d'ouvrir et montrer le bordel de mes pensées, parce que finalement je me rappelle. Comparaison des options d'investissement. En gros, la semaine dernière, j'ai encore craqué et je suis encore allé visiter une maison à Bali, encore avec le principe d'un leasehold qui est finalement, tu achètes une maison mais en fait tu es propriétaire pendant 20 ans parce que tu n'es pas propriétaire du terrain. Et il faut espérer qu'au bout d'un certain temps, tu aies les moyens de repayer une extension du terrain pour 10 ans de plus, au prix que ça vaudra à ce moment-là, pour te dire que quand tu auras fini d'utiliser ta maison que tu veux la revendre, il te restera encore assez de lease, donc au moins 20 ans, pour pouvoir la revendre à quelqu'un et recommencer le cycle. Moi, c'est un truc, aujourd'hui, voilà, j'ai fini de m'auto-convaincre qu'il ne fallait pas faire ça, juste parce qu'on est sur un actif qui perd de la valeur avec le temps, même si la personne avec qui je parlais depuis au début de Bali, dont je vous parlais, d'un hôtel incroyable, m'a un petit peu expliqué sur son dernier mail que cette partie de ma thèse a été fausse et qu'à Bali, ça fait que de monter. En tout cas, j'ai utilisé cette visite pour dire, ok, comment tu fais Théo pour te calmer et arrêter de vouloir faire ça, alors que tu sais très bien que si tu concentres tout ton temps, ton énergie, ton argent, tes ressources sur faire ce qu'on est en train de faire là, alors ce sera beaucoup plus rentable et tu pourras aller te payer des vacances dans autant de maisons que tu veux. Donc c'est un petit peu un des arguments, c'était de venir, au lieu d'aller trouver comment financer un truc à 1 million, déjà fais-toi plaisir avec des hôtels et garde ton million et laisse-le compendre, donc le côté compendre. Et ensuite, du coup, j'ai pu finalement faire une comparaison sur les différentes classes d'actifs. Du coup, l'immobilier. Alors déjà, l'immobilier à Bali qui est problématique et l'immobilier en général que j'ai pas comparé ici, mais j'ai mis l'immobilier à Bali qui a cette problématique de baisse de prix. Les actions, parce qu'on regardait est-ce qu'on pourrait investir dans des actions. L'investissement sur des plateformes et le rachat d'entreprise, parce que j'ai pensé à tout, et les cryptos, où j'ai principalement mon argent maintenant, et que j'ai ce challenge de dire comment on passe de l'un à l'autre. Je rentre pas dans les détails. Est-ce que je peux parler des critères? Les critères qui m'ont permis de comparer du coup ces 4 classes d'actifs. Premier point hyper important, l'effet de levier. Donc quand on a l'effet de levier, pas d'effet de levier quand on achète des actions, la banque ne nous prêtera pas d'argent pour acheter des actions. Par contre, elle nous en prête si on achète une boîte en entier. Pourtant, c'est la même chose, vu qu'on a 100%, mais bien sûr, on est le gérant. Donc là, un petit peu, même si on le sait, c'est toujours bien de le répéter, c'était un peu un aha moment. Ok, action, tu peux, si tu es bon, avoir 10-15% par an et un tout petit peu de dividendes, mais la réalité, c'est que c'est 100% passif. Tu n'as pas d'effet de levier, à moins que tu fasses le con avec des plateformes, mais c'est pas du tout recommandé. L'immobilier, si tu le fais en France, effet de levier. À Bali, pas d'effet de levier parce que pas de crédit. Et les cryptos, pareil, c'est la même chose que les actions, tu n'es pas censé prendre d'effet de levier. Donc c'était un des points intéressants. Ensuite, la gestion, crypto, action, pas de gestion. Immobilier, rachat d'entreprise, gestion. Même si on peut toujours croire qu'on va acheter un truc immobilier, un hôtel qui va se gérer tout seul, ça ne se gère jamais tout seul. J'ai entendu assez d'histoires comme ça. Donc, il permet de dire, dans tous les cas, les meilleurs ROI où tu as la possibilité de venir et développer la boîte, c'est soit l'immobilier, soit quand tu achètes une boîte en entier. Tu n'as pas la maîtrise sur les cryptos ou sur les actions. Mais du coup, il y a de la gestion dans tous les cas. Et donc, il y a des problèmes à régler. Et donc, tu t'achètes des problèmes. Il faut juste choisir ce que tu veux.
Et en immobilier, c'est vrai qu'on oublie vite, moi j'ai tendance à oublier que un hôtel, c'est service industrie, c'est gérer des problèmes, des gens pas forcément très bien payés dans certains pays, pas forcément plus smart. Je ne faut pas parler comme ça, mais voilà, des gens faut pas oublier que on s'achète dans tous les cas des problèmes. Il faut juste choisir les problèmes qu'on veut s'acheter. Avec l'immobilier, c'est gérer du personnel, de l'humain, du physique, des bâtiments, des rénovations, de la pluie, de l'orage, et des clients qui sont sûrement jamais contents parce que c'est normal, c'est ça d'être client d'un hôtel. Euh, et dans une entreprise, aussi plein de problèmes à gérer, mais ceux-là, en tout cas personnellement, c'est ceux que j'aime bien gérer le quotidien d'une entreprise. Du coup, c'est un bon argument pour dire, ok, ça, rachat d'entreprise, ça gagne encore. Le côté campagne, j'en parlais. Euh, j'ai mis que l'IMO, ça ne compense pas. Ce que je voulais juste dire, c'est qu'à Bali, c'est un actif qui perd de la valeur avec le temps, donc ça ne compense pas. Si on voit ça en France, ok, ça peut comprendre. Ça prend 3, 5% par an, 10%, 20% si on fait un achat incroyable. Donc là, ça peut comprendre, mais ça reste quand même limité et lent. Les cryptos, les actions, là oui, ça compense. Le rachat d'entreprise, oui, ça compense. Donc, entre guillemets, ça a éliminé un petit peu l'IMO, au moins l'IMO ici. En fait, je me suis vraiment fait ma propre matrice pour me calmer et me refocus. Mais c'est intéressant de partager un peu, voilà, analyser finalement l'opportunity cost de faire quelque chose, d'investir son temps, son argent, son énergie dans un projet versus un autre. Il ne faut pas oublier qu'à chaque fois, si on le met quelque part, on ne le met pas ailleurs, et donc toujours comparer par rapport aux options qu'on a à disposition. Opportunity cost. Et enfin, ce qui m'a vraiment motivé, c'est le côté scalabilité. Si on devient bon, à faire de l'immobilier, ça reste quand même très compliqué d'aller faire. Tu fais un achat pour aller en faire 10, c'est pas simple, à moins que tu sois capable de créer une SCPI, mais bon, ou une SCPI des investisseurs, quand même bon courage, c'est pas très innovant. Pareil avec les cryptos. Si tu es bon, mais avant d'avoir quelqu'un qui te fait confiance pour prêter de l'argent et faire ça à une certaine échelle, bon courage. Les actions, alors là oui, là c'est scalable, je sais pas pourquoi j'ai mis ça, mais oui, en effet c'est scalable. Si demain tu es le prochain Warren Buffett, c'est possible de créer un fonds, mais c'est aussi possible de créer un fonds avec le rachat d'entreprise, ce qui est un peu notre objectif. Mais avant ça, dès que ça commence à marcher, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher 3 potes qui ont de l'argent pour leur proposer d'investir avec nous. Et surtout, la banque. La banque ne prêtera pas pour les autres classes d'actifs, sauf l'immobilier hyper safe en France. Du coup, ce qui m'a vraiment plu dans cette idée, c'est de dire, ok, tu le fais une fois sur une première boîte à 1 million, comme on dit. Si ça marche, la prochaine, elle peut être à 10 millions, entre guillemets, parce qu'on aura appris plein de choses, où tu fais 1 million, 2 millions, 4 millions, comme on a dit, on double tous les ans, par exemple. Si on est bon et qu'on réussit ce qu'on a dit qu'on allait faire, alors la scalabilité est énorme, parce que la profondeur de marché est dingue, il y a des choses, des synergies, et ça devient potentiellement de plus en plus facile, parce que tu as des boîtes de plus en plus grosses qui peuvent payer des gens, des talents de mieux en mieux. Le reste, c'est pas très important. Voilà, ok. Ensuite, donc, pour repartir de cette thèse, quelles sont un petit peu les nouveautés? Donc déjà, on s'est refocus sur cette thèse grâce à cette comparaison. Ça nous a permis d'éliminer l'investissement sur des plateformes, éliminer l'investissement en VC, éliminer l'achat d'actions dans un contexte où on pourrait juste acheter 50 000 euros d'une action où on n'a aucun impact. Si demain, on voit qu'une entreprise est en vente, que la total market cap c'est 5 millions et qu'on est capable d'acheter une partie d'eux et puis vraiment être actif, en gros racheter la boîte via ces actions, là ça peut être intéressant, mais juste être investisseur dans le marché action, on n'a aucun avantage concurrentiel, on a une concurrence avec des gens beaucoup plus intelligents que nous, on élimine et du coup on refocus. Ensuite, dans les choses qui nous ont vraiment fait itérer sur la thèse, c'est deux aha moments de learning, ou rappel évidemment. Je me suis fait des petites simulations sur si on considère un rachat d'entreprise dans un contexte de fonds d'investissement, alors quel serait le ROI sur le capital investi? Si on mêle du coup le rêve de faire un fonds, où je mettais en haut objectif battre Warren Buffett qui a fait 31% pendant 12 ans au début quand il a fait son hedge fund, en étant, il achetait des actions mais il était hyper actif, il allait faire changer des décisions dans des boîtes, etc. Il y a la magie
la magie du crédit, la magie de l'effet de levier, qui fait que si, donc l'exemple que j'ai pris, c'est je vais acheter une boîte 1,5 million, j'apporte du coup, c'est là le truc, c'est que si j'achète une boîte, on peut me faire un crédit, si c'est la bonne boîte, qu'elle est rentable et qu'on peut emprunter. Donc, je vais mettre juste les chiffres que j'ai mis là, ce sera plus simple. J'achète une boîte 1 million, moi je fais toujours le même exemple, j'achète une boîte 1 million, elle fait 20% de BE, je la paye x5, je prends un crédit à la banque me donne un crédit, j'investis 300. Première année, je restructure, j'apprends, je découvre les loups sous le tapis, je sais pas comment on dit. Si j'ai pas trop fait le con, j'arrive au moins à bosser 1 an comme un fou pour restructurer, la rendre sexy et j'ai pas forcément gagné d'argent ni perdu d'argent, je fais le même chiffre d'affaires. Année 2, si j'ai bien bossé, partons du principe que j'arrive à faire une croissance de 20% ou 20% au total sur 2 ans. J'ai fait 1,2 million la deuxième année. Si je la vendais, ou quelle serait la valeur aujourd'hui, globalement, si tu gardes le même, tu la vends au même multiple qu'on l'a acheté, on la revend à 1,2 million. En 2 ans, on peut avoir remboursé environ 100K de capital sur les 700 empruntés. Je rembourse mon crédit, il me reste 600 000. Enfin, il me reste 600 000, j'ai mis 300. Du coup, j'ai fait x2. Ah, du coup, si on pense dans un contexte de fonds, ce qui aura marqué sur les stats du fonds, c'est 100% de croissance sur 2 ans. Et là, ça m'a vraiment... C'est pas comme si je ne le savais pas, mais ça m'a rappelé que finalement, l'argent, il est dans les deals, l'argent, il est dans la structuration, l'argent, il est dans la finance, quand même, parce que là, on n'a même pas parlé de quelle boîte, etc. Tout ça, c'est ce qu'on doit faire, c'est notre job. Mais à partir du moment où on a raison sur la big picture et que la big picture, c'est ça, voilà, je préfère me tromper et faire que 50% d'augmentation en 2 ans que d'être me tromper et être juste en train de jouer au mauvais jeu et de, par exemple, être en train d'acheter des actions et j'y connais rien. Voilà. Ça, c'était vraiment un bon learning qui fait, une fois de plus, redire, ok, on se focus sur une seule chose, on trouve la bonne boîte qui peut, du coup, être financée aussi avec un crédit parce qu'il y a ce côté ROI sur le capital investi. Là, on parlait de 300 000 à nous. Et voilà, demain, quelqu'un qui vient, qui nous file 300 000 pour acheter notre boîte à côté et on fait la même chose, on lui a doublé son argent en 2 ans, on construit un track record. Donc ça, c'était la magie 1. Maintenant, si on met la magie 2, qui est le fameux jeu des multiples dont je parle tout le temps, et qu'on prend quasiment le même scénario, je rachète la même boîte, elle fait 1 million, elle vaut 1 million, x 5, 200 000 de BE, etc. Mais qu'à côté, je vais acheter 2 de ces plus petits concurrents qui font chacune 500 000 de chiffre d'affaires, 100 000 de BE, et que du coup, potentiellement, sont valorisés 300 000, 3 fois le BE parce que c'est plus petit. Partons de ça. Du coup, j'ai acheté une boîte à 1 million, où j'ai mis 300 000. J'ai acheté une autre boîte à 300 000, où j'ai mis 100 000, un tiers d'apport. Pareil pour l'autre. Du coup, au total, j'ai mis 500 000. Et si on ne parle même pas de rénover, développer, etc., qu'on fait juste une intégration, on dit ok, on est capable d'avoir vraiment fait le taf pour trouver ces 3 boîtes qui font la même chose, qui sont intégrables, et on les a intégrées, et on a fait le taf, et maintenant c'est une seule boîte qui a sur son bilan, d'un coup, 2 millions de chiffre d'affaires, ok, 1 million plus 500 000 plus 500 000, et on additionne aussi les EBE, on est à 400 000 de BE cumulés. Je ne parle même pas d'horizon de temps, hein, je dis comme si on faisait ça de manière instantanée. On a acheté les petites à x3, on a acheté la plus grosse à x5. Bon, ben là, on a créé un groupe qui est 2 fois plus gros que la plus grosse. Donc, si on est gentil, on peut se dire qu'on est capable de la vendre un multiple de x6. Je la vends 2,4 millions. Je rembourse mes 3 crédits. C'est ça. Il me reste 1,3 million. J'ai mis 500 000. Je ressors. Oups. Bon, il y a un truc qui ne va pas quelque part sur ces chiffres. 1,3 million. J'ai fait 140% d'augmentation. Il faudra juste vérifier où est-ce que j'ai fait une erreur. Globalement, c'est l'ordre de grandeur. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que sur le premier, on fait une opération, on bosse 2 ans, on fait x2. Ici, on fait une opération plus complexe, qui demande plus d'investissement et aussi beaucoup plus de travail pour trouver ces boîtes qui peuvent s'emboîter comme des Lego. C'est bizarre ce que je veux dire. Et on est déjà à 140% de ROI. Si on cumulait les deux, j'avoue, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait, mais vous imaginez que c'est ça le scénario 3. Le scénario 3, c'est j'achète une boîte à 1 million, j'achète ces 2 autres boîtes, je bosse pendant 2 ans. Au lieu de faire 2 millions, elles font 2,4 millions. J'ai mon EBE de
20% de 2,4 millions, que je multiplie par 6, et ça fait un ROI de combien, ceux qui suivent? Je ne sais pas, mais je pense que je triple mon argent en 3 ans. Donc voilà, ça fait vraiment se dire, ça c'était un peu le learning un peu wow de la semaine, enfin de hier matin, j'avoue, juste avant d'écrire le plan. Et on s'est dit, bon ben, dans notre thèse d'investissement, notre thèse idéale, il faut que ça prenne en compte ça. Donc notre thèse idéale, on en parlera tout à l'heure, mais il faut que ça inclue ça. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre cette semaine, enfin la semaine dernière? J'ai eu la chance de pouvoir faire un call avec 2 associés qui sont très 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 bons rachats d'entreprise et qui pourtant sont très discrets et ils ont un track record beaucoup plus intéressant que beaucoup de vendeurs de formation et pourtant personne ne les connaît. Moi j'ai eu la chance de les connaître par mon agence SEO que j'avais avant, je bossais pour eux. C'était hyper intéressant parce que eux ils avaient l'impression qu'ils ne nous apportaient rien, ils nous disaient juste ce qu'ils avaient fait. Nous on est juste là pour dire ok, vous avez l'expérience, racontez-nous juste comment vous avez fait, et entre guillemets ça nous permet de dire ok, viens on suit ce qu'ils ont dit. Et on a eu quoi comme leçon? Première leçon qui m'a un peu résonné, c'est pas essayer de viser trop grand dès le début. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, les premiers deals vont être moins bons que les suivants. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être bons, qu'ils peuvent pas être bons. Ça veut juste dire qu'il faut être honnête et dire que ton 5e, 10e deal, il sera forcément meilleur. Tu auras appris plein de choses, tu auras ton playbook, etc. Donc, vaut mieux faire des erreurs sur un montant plus bas et monter. Donc, c'est une fois de plus évident. C'est pour ça qu'ils étaient là. Je ne sais pas si tu as apporté de la valeur. Puis c'est un bon rappel quand c'est des gens qui l'ont fait, qui ont dit ouais, même eux que j'admire, qui sont hyper intelligents et trop forts en business, à mes yeux, le disent et l'ont vécu. Donc, commençons entre guillemets petit, après c'est à nous de définir qu'est-ce que ça veut dire petit. Moi, je ne veux pas changer cet objectif de une boîte à 1 million pour les autres critères dont on parlera tout à l'heure. Ça m'a fait quand même me prendre conscience que j'avais déjà un track record. Si je fais la liste, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Finalement, j'ai déjà fait 9 opérations. Je ne vais pas passer dessus, mais j'avais déjà vendu mon premier business, site internet que j'avais créé quand j'avais 16 ans, qui avait cartonné et je l'avais vendu quand j'avais 19 ans. Après, j'ai racheté mon premier business qui était une marque sur l'île de Ré, marque de vêtements sur l'île de Ré. J'avais acheté 20 000. Je l'ai géré pendant 8 ans. J'ai gagné plein d'argent. Grâce à ça, j'ai eu mes crédits, etc. Je l'ai vendu 100 000. Donc voilà. J'ai monté un projet où j'ai des investisseurs pour monter des magasins à Paris. Et après, quand je suis revenu sur le digital, il y a tout ça qui est en train d'accélérer entre l'achat de Emprunté Malin, 80 000, 78 000 euros, plus sûrement 20 000 euros d'investissement, revendu 10 000 euros. Un super échec dont je pourrais en reparler. Un site que pareil, j'ai acheté 20 000, que je suis en train de revendre 6 500 euros, encore un échec. Et d'autres sites, ça c'était, je mets que les noms de code, un site d'affiliation où on a en 1 an et demi, je pense qu'on a fait x2, x3. Un site que j'ai acheté qui tourne bien, qui a bien tourné, qui maintenant est littéralement ne marche plus pour un bug. C'est ma fameuse muse. Donc en espérant que ça revienne d'ici un mois, c'est quand même ça aussi. Hein. Les petits business, c'est facile mais c'est dangereux. Et voilà, on a 2 nouveaux projets, achat d'Accolades, achat d'Octolio, où au final, clairement, moi je suis toujours trop rapide pour analyser les choses. Donc c'est pas le moment de savoir si ça a marché ou pas marché, ça vient juste de commencer. Mais c'est vrai que ça commence un petit peu, il commence à se passer des choses un peu sympas. On en parlera plus tard. Donc finalement, le track record il est en train d'être construit. On veut évidemment continuer à monter en gamme, monter en qualité, monter en tout. C'est ce qu'on est en train de faire. Et ça va être important. Pourquoi? Parce que demain, si on veut scaler et avoir des investisseurs, avoir de la confiance, que ce soit de la banque ou d'investisseurs ou de fonds, de choses comme ça, on devra montrer le track record. Et c'est ce qu'ils m'ont dit. Le but du call, c'est de leur dire voilà, vous, je sais que vous faites des club deals, vous avez des investisseurs. Est-ce que nous, on pourrait faire pareil? La conclusion, c'est les gars, ça fait 8 ans que nous, on construit une communauté de gens à qui on fait gagner de l'argent avec des conseils, des formations, des choses d'investissement. Et du coup, notre actif, c'est la confiance de notre communauté et notre communauté. Et donc, si aujourd'hui, quand on leur propose des deals, c'est parce que ça fait des années qu'ils nous connaissent, qu'ils nous suivent et qu'ils savent que. Donc, finalement, ces updates que je fais sur LinkedIn vont servir à la même chose. Moi, je vais être 100% transparent sur ce qu'on fait bien, sur comment on réfléchit, ce qu'on fait mal, et que quelqu'un qui, avant de nous filer 300 000 euros, pourra revenir, s'il a envie, regarder tout l'historique et voir surtout l'évolution. Et il se dit, ok, ça me va pas. En toute transparence. Est-ce qu'il veut
investir dans quelqu'un qui ira jamais dans un bureau à Paris. Il faut être honnête. Il faut savoir qui on est, qui on n'est pas. Donc voilà, on est transparent. Super call, grosse valeur. Merci pour les 30 minutes. En échange, je leur ai envoyé plein de deals que j'avais off-market. J'espère que ça les aidera. Voilà ma photo. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai pas parlé. Je pense que j'en ai parlé là-dedans. Quand on leur a posé la question aussi de la taille de deal, ils m'ont clairement dit non, évidemment qu'il faut un truc assez gros pour que tu aies un gérant. Nous, on a déjà un job. On ne peut pas gérer les boîtes en direct. On a déjà beaucoup de travail à les gérer indirectement. Donc, nous, on n'a jamais fait l'erreur d'acheter un truc trop petit. Voilà, donc là, c'était je pense, la leçon finale de OK, on ne refera plus l'erreur d'acheter quelque chose qui, entre guillemets, ne tourne pas tout seul. Parce que quand ça tourne tout seul, ça ne tourne pas tout seul. Même si Octoyo, techniquement, c'est Axel le CEO. Le CEO et Clément est le CEO de Accolades, ça restait des business où il n'y a pas les moyens de dire ok, ils faisaient zéro, ils sont à l'arrêt. Donc on n'a pas les moyens de dire je prends la meilleure personne qui a déjà géré 18 agences SEO et on le paye 200 000 euros par an et il nous fait exploser la boîte. Non, parce que pour ça, il faudrait une boîte qui fait au moins 1 million. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même un minimum de taille pour avoir un gérant, pour toutes ces choses dont on a parlé. Mais aussi, on a eu un petit peu pareil, un learning, un troisième learning, enfin il y en a plein, mais c'est de dire l'avantage de penser comme ça dans notre thèse d'investissement qui est on veut un business d'une taille suffisante pour avoir un gérant, c'est pas juste pour pas travailler ou avoir quelqu'un qui est 10 fois meilleur, c'est que ça nous élargit l'horizon des possibles. On n'a plus besoin de dire il faut, comme je disais là, on n'a pas besoin de juste de dire il faut que ce soit sur un marché qui nous passionne. Non, ça j'ai changé. C'est sur un marché qu'on comprend. Si on est capable de comprendre globalement les dynamiques de marché, la concurrence, des choses à faire pour faire tourner la boîte, juste de les comprendre, pour être capable d'aller trouver les bonnes personnes pour aider, alors ça suffit. Et donc, le fait d'avoir une thèse d'investissement qui inclut le fait qu'on est entre guillemets obligé d'avoir un gérant, bah, ça nous ouvre à des choses où on n'est pas forcément passionné, mais on les comprend et lui, il sera passionné. Donc ça, c'était pas mal. Ça nous permet de vraiment être beaucoup plus ouvert, sachant que des deals de cette taille en France, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, c'était un bon rappel. Enfin, pour appliquer tout ce qu'on a appris, on a commencé du coup à rediriger les efforts sur la prospection pour nous et pas pour Samsara, la plateforme. Et donc voilà, on a fait une première liste. Donc on a quand même, on s'est dit, bon, on peut prospecter qui on veut, entre guillemets, sur n'importe quel marché, tant que ça rentre dans nos critères. Donc ce serait quoi un exemple? Et on est tombé sur l'idée des agences de voyage ou tour opérateurs, parce que ça reste un peu une plateforme de réservation de X. On n'est pas 100% sûr on ne connaît pas le marché, il faut être honnête. Par contre, objectif, à avoir 4-5 rendez-vous, comprendre le marché, se dire est-ce que ça correspond à notre thèse, oui ou non. Donc on a fait une journée call, c'était super, on a déjà eu 91 personnes qui étaient qualifiées, qui étaient sur notre liste, où on avait les numéros, etc. 33 qui ont répondu, 4 qui étaient intéressés. Alors intéressés, c'est plus ou moins, c'est vague, mais c'est des personnes avec qui au moins 2 sur 4, j'ai envie de parler avec eux. Du coup, validé, le call, on continue. Et on va passer à la seconde cette semaine qui est, on a une liste de 900 personnes que Guillaume est déjà en train de trier pour faire une liste sur ces 900, peut-être qu'il en restera 300 intéressants, dont 100 dont on aura le téléphone pour appeler vendredi. Et donc, dans tous ceux qu'on n'aura pas eu au téléphone, on va pouvoir avoir une liste de, j'espère, 300 personnes au total, 300-400, à qui on enverra des séquences de prospection comme on faisait, mais pour savoir s'ils veulent vendre leur boîte, nous vendre leur boîte. Donc on utilise tout ce qu'on a appris au moins avec Samsara pendant 1 an et demi. Et donc ça sera quand on va passer la 3e. Oups. Plan d'action assez excitant. Ok, avec ces learnings, du coup, c'est quoi la mise à jour de la thèse? Nouvelle version. On veut, et d'ailleurs je l'avais écrite sans relire celle d'avant, donc on va voir si c'est cohérent. On veut acheter une star. Définition d'une star, c'est une entreprise qui est leader sur sa niche, sur son marché de niche, qui s'est créé sa petite niche, dans un marché qui augmente au moins de 10% par an, ça je l'avais bien redit. Une entreprise de type plateforme, marketplace ou réservation de XYZ. Ça, j'ai rajouté gérable 100% remotely par rapport à ce que j'ai dit. Il ne faut pas aller voir une boîte et leur dire ouais, nous on va vous racheter et tous les employés ils ont l'habitude que vous soyez tout le monde soit au bureau tout le temps. Bah non, c'est pas, il y aura un choc de culture
Et donc non, non, il faut être cohérent pour pas que ça parte, que ça devienne un rêve se transforme en cauchemar. On a reparlé de cette idée dans un marché qui a le potentiel de faire x10 ou x100. Ce que je disais, on ne parle pas de timeline. Quand je parle de timeline, moi je dis toujours faire x10 en 10 ans. En vrai, ce que je veux dire, c'est faire x10 en 3 ans, mais ça, il ne faut pas le dire. À retaper, j'en reparle, ça veut dire quelque chose qu'on peut moderniser dans les choses qu'on contrôle. Je pense que j'en parle ici. Refaire le site, la tech, les process. Quand on pousse les process, ça veut dire quoi? Installer l'IA, c'est-à-dire peut-être qu'il y a 5 personnes qui font un truc et que ça fait 20 ans qu'ils font la même chose et que nous, on peut, avec des choses bien organisées et de l'IA et des choses comme ça et de l'automation, remplacer par une personne. Donc ça, c'est encore quelque chose qui est frais dans nos têtes, mais on se dit, bah, c'est un petit peu ça le futur aussi. Ça peut faire partie de notre test d'investissement. Une boîte qui fait 20% de BE, bah, peut-être qu'avec nous, elle peut en faire 30 ou 40 en modernisant ça. Donc là, ce serait vraiment un jackpot. Mais ça veut dire que c'est du bonus. Le marketing, la com, tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on aime faire. On a bien du coup repris ce critère de assez grosse pour recruter un gérant qui est expert de ce marché. Comme ça, on n'a pas besoin de nous d'être passionnés, juste de comprendre. Et là, on a rajouté du coup les learnings de l'effet de levier et du jeu et de faire un build-up. J'aurais dû mettre ça. La magie du jeu des multiples égale, je veux dire, faire un build-up. Donc, si on est dans un marché qui est fragmenté, où on a un leader, et là, je suis parti un petit peu en live avec ce que j'ai écrit, qui du coup permet on achète le leader, il y a plein de petits concurrents. Notre star qu'on a racheté, ça devient une Dev Star, je ne sais plus dans quel style c'est ça, ou un black hole, un trou noir qui aspire tous les concurrents. Sous-entendu, si on est vraiment bon dans ce qu'on fait et qu'on a acheté la bonne boîte, qui est impressionnante, qui est en croissance, ben, moi je vois cette image de côté exponentiel où les autres petits concurrents sont dans une situation où si on les contacte, ils savent que potentiellement il vaut mieux nous vendre que de mourir, même si je pense que c'est un petit peu exagéré. Mais cette vision de dire, je ne sais pas si c'est possible, mais c'est très très bien comme plan. Moi, ça me va comme plan, parce que même si on se plante, mais que plus ou moins sur l'idée c'est bon et que en fait, au lieu d'en acheter 15 concurrents, on arrive à en acheter que 5, mais qu'on fait ce qu'on a dit, on aura tous les éléments de l'équation pour avoir optimisé nos chances de succès, faire nos x10, aller vite, optimiser le BE et optimiser le ROI avec tout ce qu'on a dit en dessous. Donc voilà, l'idée, c'est juste de prendre la thèse et toujours rajouter tous les arguments pour se dire, dans un scénario idéal, c'est ça qu'on veut. Voilà, je me calme un petit peu. Est-ce que j'ai tout dit sur la nouvelle thèse d'investissement? C'est ça. Du coup, plan d'action. On organise autour de ça. Plan d'action. Toutes les semaines, on a ça. Refocus, ça veut dire quoi? Ça veut dire on a testé plein de choses. Comme j'ai dit, on essaie d'itérer très très vite. C'est ça en fait. Nous. Le but c'est quoi? C'est toutes les semaines, on a plein d'idées, on teste le plus vite, on teste des hypothèses, on va apprendre et on dit oui, non, on élimine, on garde ou on prend cette info et on la plug comme là. On jette des... Bref, on s'est compris. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On élimine tout ce qui est VC, Angel Investing, investissement sur des plateformes où on n'a pas une majorité qui nous permet d'être actifs dans la boîte. Les actions, c'est pareil, sauf dans le contexte où on pourrait acheter une boîte entière, faire un LBO. Ouh là là, j'utilise des mots compliqués, on va faire des formations. Investissement, j'ai mis 2 fois. Investissement sur les plateformes étrangères, ça c'est clairement éliminé. Investissement sur les plateformes françaises, c'est éliminé, mais il y a des choses très intéressantes. Donc je continue à être abonné aux newsletters parce que on continue à se former. On se calme, on n'achète pas d'immobilier et on ne fait pas non plus une plateforme de réservation d'immobilier de luxe parce que un jour sur deux j'ai envie de faire ça. Pourquoi? Lancer un business de zéro, c'est peut-être une bonne idée, mais quand on a un plan aussi incroyable, il faut juste mettre 100% de notre énergie là-dessus. On a aussi eu l'idée de dire tiens, si on faisait un juste milieu, ce qu'on veut c'est mettre de l'argent pour gagner 5 ans en rachetant une boîte. Ok, mais la boîte parfaite elle n'existe pas. Et donc si on mettait de l'argent pour gagner 5 ans, en trouvant une team et en lui donnant une idée et un projet et qui lance ça. On s'est aussi calmé. Ça revient à lancer un business de zéro, voire faire du VC. Donc, idée de merde. Merci Théo. Voilà, donc la plus grosse conclusion, c'est se calmer. On n'est plus dans une position où on peut se permettre de lancer un business de zéro quand on a l'historique qu'on a, les moyens et la capacité d'emprunt qu'on a et quand on a bossé pour apprendre ce qu'on a appris. Donc voilà, je l'écris principalement pour moi, pour me le rappeler toutes les semaines.
Et aussi, on élimine l'idée de vouloir créer une plateforme d'investissement, comme on parlait. Pourquoi pas faire, une fois qu'on a trouvé des stars, comment faire pour que tout le monde puisse investir dedans. C'est déjà tellement dur à en trouver une. Faisons-en une. Et ça se trouve, un jour, il y aura tellement, on sera tellement développé qu'il pourra avoir des idées dans ce sens-là. Mais étape par étape, one thing, focus, noter les investissements, un premier achat, toute l'équipe dessus. Et pas racheter un business qui fait. Ça, je vais me le rappeler souvent parce que quand il y a des pépites, merci d'ailleurs Kevin Dotmarket, franchement, hein, ils sont bons, ils trouvent des pépites de plus en plus toutes les semaines, bah, bravo, hein, et merci de nous d'ailleurs laisser être membre et client, parce qu'il y a des belles choses. Donc là, j'ai encore découvert, quand même, quand on parlait des passions et du type d'investissement, plateforme, villa, luxe, tous ces trucs qui me passionnent, ils ont quand même réussi à sortir hier une plateforme de réservation de villas de luxe de niche. Incroyable. Donc c'est petit, c'est trop petit, mais il faut quand même analyser, sachant que le but c'est de pouvoir être associé avec quelqu'un qui s'en occupe. Donc la question qu'on a posée immédiatement, c'est est-ce que les cédants seraient intéressés pour rester si on avait un projet de développement important. Voilà. Donc dans ce cas-là, on peut faire une exception. On peut aussi faire des exceptions si ça se plug dans les boîtes qu'on a déjà. Si on a toujours ce rêve de faire un build-up avec des agences SEO, on a toujours ce rêve de faire un build-up avec des agences Webflow ou NoCode. Donc si demain il y a des dossiers qui arrivent, qui sont petits, mais qui s'intègrent dans la structure qu'on a déjà, ça va. Parce que du coup, ça rentre dans la thèse de on achète le gros business et les petits business qui vont en dessous pour le développer. On a peut-être un peu commencé dans l'autre sens avec Octolio, mais voilà du coup. Action item, refocus, à chaque fois, je dois me dire, ok, on teste plein de choses et on cut. Et c'est ok. Moi, je ne vois pas que j'ai fait une erreur d'aller passer 3 jours à apprendre le monde du VC et je vais quand même aller voir les 100 plus petites market cap françaises et voir s'il n'y a pas des coups à faire. C'est ok. Au pire, on apprend juste. Du coup, pour résumer, où est-ce qu'on va trouver notre deal flow? Notre deal flow que je ne montre pas ici, mais qui est en train d'avancer, où Romain m'aide à aller chercher les dossiers, signer NDA, Guillaume aussi. Donc on est vraiment tous focus là-dessus pour, comme un fonds, on veut analyser 100, enfin je sais pas, moi je veux voir 1000 dossiers par an et en analyser 50 sur ces 1000. Du coup, on a quoi comme source? Les actions, on a dit qu'on a éliminé pour le moment, sauf si c'est... on peut acheter la boîte en entier. Les plateformes, on a fait la liste. Et ce qu'on va rajouter, donc là on est en train de commencer la prospection en direct. On parle à des boîtes qui nous plaisent en disant est-ce que vous ne seriez pas intéressé par hasard pour vendre? Et enfin, les brokers. On s'est rendu compte que j'ai dit il y a quelques semaines que à partir du moment où j'ai dit on cherche des boîtes, j'ai des gens qui m'ont contacté, des brokers, j'ai un dossier, pourtant je ne l'avais pas vu sur les plateformes. Donc on va mettre ça dans notre plan d'action, d'aller contacter tous les brokers de France qui potentiellement pourraient avoir un deal caché dans leur carton qui nous correspondrait. Parce qu'en plus, à chaque fois qu'on le fait, on reçoit un dossier. Là, justement, j'ai pensé à quelqu'un avec qui on est en contact depuis 1 an et demi avec Samsara. Je lui ai dit ce qu'on cherchait. Une semaine après, il m'a envoyé un dossier. Donc c'est quand même fou que les dossiers existent, juste ils sont cachés. Et aussi, du coup, on ne fera pas non plus une plateforme pour aller chercher les dossiers cachés. Pour l'instant, on verra. Mais on a pas mal d'idées autour de ça, mais il faut se calmer. Donc ça va arriver. Je pense que ça va vraiment. On va, par exemple, quand je dis qu'on va passer la deuxième cette semaine, la troisième la semaine prochaine avec la prospection par email, je pense qu'on va passer la quatrième, du coup, dans 2 semaines, avec la prospection en direct auprès des brokers. Comme ça, on aura toutes les sources. Bon, j'ai remis ça. Ça, ce serait un petit peu l'objectif rêve. Warren Buffett, 31% de croissance pendant 12 ans. Au début, ça peut être facile avec l'effet de levier. Plus tard, ça risque d'être compliqué. Évidemment, c'est facile à faire avec des petits business beaucoup plus durs à partir du moment où il y a beaucoup d'argent sous gestion. C'est pour ça que Warren Buffett avait fermé son fonds au bout de 12 ans parce qu'il ne pouvait plus faire ses cigares butt. Mais bon, si on est capable de monter un fonds à 100 millions en 12 ans, je pense qu'on sera déjà très content. Voilà. Et je vous ai déjà montré la photo. On va arrêter d'utiliser ma newsletter comme Instagram. J'espère que cette update ait été plus agréable à lire et on va voir ce qu'on peut faire avec mon cher ChatGPT pour en faire une version écrite. Bonne semaine.